Bonjour à tous et à toutes. Je suis Pierre-Xavier de Marliave, directeur des programmes intra-sur-mesure de Centrale Supélec Executive Education. Vous êtes assez nombreux ce matin à être connectés et nous en sommes ravis. Euh, c'est le dernier webinaire avant les vacances et d'autres webinars sur le thème du management de projet seront organisés à la rentrée. Donc vous êtes présent ce matin car vous vous posez la question comment manager des projets complexes à distance de manière efficace. L'entité de formation continue de Centrale Supélec depuis longtemps est reconnue pour son expertise du management de projet. Et cette thématique est très importante, aussi bien en formation inter, des formations plutôt courtes, en formation master, formation plutôt longue, de 12 à 18 mois. Et nous sommes très bien notés sur cette thématique. Et évidemment, nous intervenons aussi sur des formations intra et sur mesure et nous accompagnons les grandes entreprises dans la formation de leurs collaborateurs. Euh, on peut regarder peut-être le slide sur les différentes thématiques que nous proposons à Centrale Supélec. Le management de projet représente une thématique, une thématique pilier. Alors, en cette période de sortie de crise, en espérant que la deuxième vague n'arrive pas, même si nous le proposions déjà à de nombreux clients, nous accélérons et nous sommes prêts à vous accompagner sur des formats de formation management de projet 100% distanciel. Et Centrale Supélec est là pour vous accompagner euh, pour mettre en place ces formations distancielles. Alors, je vais laisser la parole à Pascal Emery, qui est directeur pédagogique sur la thématique management de projet à Centrale Supélec EXED. Et Laurent Jacques, qui est intervenant sur les masters de management de projet à Centrale Supélec EXED, qui est lui-même centralien, conduire et mener ce webinar. Il sera interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions et nous enverrons le replay de ce webinar par mail. Voilà, Pascal, je te laisse la main pour introduire ce webinar. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être avec vous ce matin là pour parler de management de projets complexes. J'ai dans ma carrière travaillé une première partie pendant 15 ans sur de très grands programmes de plusieurs millions à plusieurs milliards d'euros à la fois en France et à l'international. Et puis j'ai progressivement basculé sur des postes plus fonctionnel en tant que directeur qualité et d'amélioration de la performance. Voilà. Et donc, depuis une dizaine d'années, j'accompagne en tant que consultant, formateur et coach là, une quarantaine d'entreprises, à la fois dans des secteurs de l'industrie et des services, pour améliorer la performance. Je suis vraiment passionné par l'amélioration de la performance des projets complexes. Et dans ce cadre, on a monté au sein de Centrale Supélec EXED, Executive Education, un certain nombre de programmes où il nous paraît particulièrement important de travailler sur deux aspects simultanément, à la fois la partie des compétences techniques, hein, qu'on appelle les hard skills, mais également les compétences comportementales, les fameux soft skills. Et c'est pour ça qu'en fait, on est venu en binôme avec Laurent, parce qu'il nous semble vraiment indispensable de travailler sur ces deux sujets-là en même temps. Bonjour à tous, donc je suis Laurent Jacques, effectivement centralien, et j'ai commencé ma carrière dans des projets aéronautiques et un petit peu d'automobile. Et puis je suis devenu comédien, ce qui m'a amené à ma mission aujourd'hui, qui est une mission de transformation des équipes et des organisations sur les aspects comportementaux et relationnels. Et donc, j'interviens dans des problématiques diverses qui sont de l'ordre du management, de la gestion d'équipe et du management de projet sur les aspects soft skills, en particulier à l'école Centrale Supélec dans le parcours de formation initiale, et puis sur les masters et avec Centrale Supélec EXED. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, on vous propose au cours de ce webinaire d'avoir une première partie pour regarder ensemble quels sont vraiment finalement les facteurs clés de succès sur ces managements de projets complexes. Et puis d'avoir une deuxième partie
où on vous présente des études de cas, hein, de situations concrètes de ce qu'on a fait avec nos clients, hein, pour améliorer leur performance en fait. Alors, peut-être pour démarrer, on a évidemment un monde aujourd'hui qui bouge. Alors, je vois que ça met un tout petit peu de temps à s'afficher. La transition, les interfaces, hein, toujours le même problème. Exactement. Tac. Ça y est, ça arrive. Ça arrive. Bon, je suis avec une liaison Wi-Fi. Voilà. Donc le monde a changé, vous le voyez bien, ça s'accélère hein, avec le Covid, notamment là en ce moment, hein, qui aurait pu imaginer qu'on soit dans cette situation-là il y a quelques mois. Le monde devient de plus en plus complexe, une concurrence qui se renforce, beaucoup d'innovations, des clients de plus en plus exigeants. Donc on voit que beaucoup d'enjeux externes arrivent et c'est sans compter également les enjeux internes, Laurent. Oui, on voit beaucoup d'enjeux de type transverse, notamment avec des organisations qui vont vers le matriciel, mais avec, disons, une cohérence parfois pas totale parce qu'on est en transition, et puis des enjeux de sous-traitance, des enjeux multiculturels. Quand je parle de culture, je parle aussi d'intermétiers, les enjeux du distanciel, évidemment, qui se rajoutent, et puis cette dilution du hiérarchique qui fait qu'il y a une forme d'incompréhension entre le monde d'avant et un monde nouveau, dans lesquels, en gros, l'agilité relationnelle devient essentielle, sinon il y a des blocages, la capacité à négocier, à aligner les forces communes, et puis à inventer un cadre nouveau. Alors, on n'a pas trop le choix, il faut qu'on s'adapte et même si on a des super idées et qu'on veut faire des produits ou des services complexes, on voit qu'en fait, on ne peut pas simplement s'appuyer sur les compétences techniques des équipes. On est obligé aussi de piloter par les résultats. On voit que les lead times se réduisent, on a moins d'argent, il faut obtenir des standards de qualité de plus en plus importants. Et donc, on voit que, c'est pour ça que je vous ai laissé un endroit blanc là dans cet entonnoir, il faut que finalement on trouve notre chemin, le meilleur chemin. Et donc, c'est pour ça que la majorité des entreprises sont passées hein, progressivement en mode projet pour que justement, hein, dans ce cadre-là, on puisse imaginer le chemin qui est le plus pertinent pour aller mettre sur le marché ces produits et ces services complexes. Et ce qu'on voit aussi, c'est que il y a une attente dans les projets que ce soit un lieu pour apprendre, pour se développer, et que c'est pas forcément une capacité des managers de projet à anticiper cette demande et cette problématique. Alors, évidemment, dans toutes les entreprises, dans toutes les organisations, on fait du projet, vous-même vous faites du projet, j'en suis sûr. Alors, si on prend une analogie, on pourrait se dire que voilà, faire du projet, c'est un peu comme quand on organise une croisière de quelques jours, il faut s'organiser, il faut préparer, et puis après, on rentre en phase de pilotage. Certes, de temps en temps, c'est un peu sportif, voilà, ça peut un peu secouer. Là où nous, on veut vous emmener plutôt sur l'image de faire un tour du monde. Et quand on fait un tour du monde en solitaire, on voit que là, l'improvisation n'est plus permise, hein, parce que sinon, on peut se mettre en danger. Et c'est ce qui peut arriver finalement quand on est sur des grands programmes complexes, c'est qu'on peut mettre en danger aussi la santé de l'entreprise. Donc pour ça, il y a des bonnes méthodes, hein, il y a des points à respecter qui vont nous permettre de tenir et d'obtenir le succès dans les entreprises. Alors ça, c'est peut-être la question que j'ai envie de vous poser. C'est quel est le pourcentage de projets réussis en fait? Voilà. Est-ce que c'est finalement de l'ordre de 60%, de 30% ou de 15%? Alors, je vais vous lancer le sondage pour que vous puissiez répondre. OK. Je vois que vous avez tous répondu. Et donc, globalement, on voit que vous avez tous répondu de l'ordre de 60%. Vous voyez bien mon écran? Parce que je n'ai pas le retour. C'est ce que vous voyez là, vous voyez Oui, les on voit résultats? ça. On voit 60% à 100%. Ouais, c'est ça. Tout le monde pense que globalement, un pourcentage de projets réussis est de l'ordre de 60%. Alors moi, j'ai d'abord envie de te poser une question, Laurent. C'est quoi pour toi un projet réussi?
J'ai posé la même question parce que souvent on se focalise sur l'atteinte du point final. Et moi, ce que je vois beaucoup sur par exemple sur les petits projets, c'est que avec un cadre un peu mal défini et puis avec une priorisation faible, en fait, généralement, c'est les délais qui glissent et on est content déjà d'arriver au bout. J'imagine que voilà, ça se passe différemment sur des énormes projets. Alors, bah, en fait, quand on regarde les études régulières qui sont publiées, on voit qu'on est plutôt de l'ordre de 30%. Et ça, c'est quand on considère en fait que quand on a un projet avec un cadre défini, on tient nos objectifs à la fois de qualité, de coût, de délai et de périmètre en fait. Mais on pourrait aussi se dire qu'on a un niveau d'exigence plus élevé en fait et se poser la question si la réussite finalement d'un projet c'est pas plutôt de se dire qu'on a la satisfaction du client et un certain niveau de rentabilité. Et en fait, quand on prend ces chiffres-là, vous voyez, on tombe à 15%. Donc, Et on voit encore, quoi? on n'a pas rajouté la capacité des équipes à rester durablement dans cet état de production et de travail. Donc, on voit que bah, ça s'est complexifié un peu comme vous voyez là. Là, il y a une photo qui est assez célèbre là où on voit deux piles de pont et en fait, bah, le projet, il a un souci puisque en fait, les deux piles de pont sont pas l'une en face de l'autre. Bon. Donc, on voit que bah, du coup, à un moment donné, il va peut-être falloir travailler différemment, s'organiser, et c'est pas si simple que ça en fait. Alors, que faire? Alors, bah, habituellement, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a des super-héros dans l'entreprise, hein, on a peut-être des pompiers, mais ça, on voit que globalement, ça ne peut pas être durable, hein, parce que quelque part, à un moment donné, nos super-héros vont être fatigués, et donc on ne peut pas déployer cette organisation-là en permanence. Alors, dans ce cadre-là, bah, peut-être qu'il faut envisager de se former, hein, Laurent. Oui, oui, c'est une posture qui est satisfaisante, un super-héros ou pompier, parce que c'est très valorisant. Et c'est une habitude, notamment dans des entreprises hiérarchiques ou avec une grande complexité, que de valoriser ces postures-là. Faire différemment, ça veut dire transformer intérieurement une façon de faire et puis transformer dans l'organisation un type de relation. On pourrait qualifier un petit peu de parent-enfant parfois, un petit peu de valorisation de l'urgence. Et pour ça, le maître mot, c'est d'arriver à relier tout ce qui est plaisir et performance. C'est-à-dire de se rendre compte que le moteur d'apprentissage et le moteur de productivité, c'est le plaisir, et que le cadre qui permet de garantir la performance, c'est celui du projet finalement. Et donc, le cadre d'apprentissage doit permettre d'arriver à relier les deux. Et alors pour nous, ce qui fait la différence, bah, c'est, vous l'avez vu, c'est à la fois de maîtriser toutes les compétences techniques, mais également toute cette partie compétences comportementales. Ce qu'on voit d'une manière générale, c'est que tout le monde nous dit, mais je sais faire du projet, il n'y a pas de souci, j'en fais tous les jours, etc. Sauf qu'en fait, quand on met les participants, nos chefs de projet devant des situations concrètes, on voit qu'au niveau du savoir-faire, il y a un vrai décalage. Et on voit également, hein, au niveau du savoir-être, qu'il peut y avoir des écarts importants entre les bonnes pratiques euh, par rapport à ce qu'on pourrait attendre en fait. Hein. Il y a notamment une notion d'inconfort à la base générée par ce qu'on ne sait pas faire ou ce qu'on n'imagine pas possible de faire. Et généralement, il est humain de rester dans cette méconnaissance ou dans ces réactions d'inconfort. Et c'est uniquement par la pratique. Donc, quand on parle de leadership, de négociation, beaucoup nous disent au début, oui, oui, je sais ce que c'est. On se rend compte qu'il y a vraiment une définition du langage et ça ne passe que par l'expérimentation collective de situations dans lesquelles on commence à avoir les mêmes mots sur les mêmes situations, sur les mêmes relations et sur les mêmes résultats finalement derrière. Donc c'est tout un champ d'expérimentation qui doit se faire dans un cadre très sécurisant. Alors moi, pour démarrer un projet, bah, souvent dans l'entreprise, on a des contraintes budgétaires. Donc j'ai envie de vous poser une question. J'ai une contrainte, on doit sélectionner des budgets prioritaires. Donc là, je m'intéresse plus particulièrement aux aspects financiers. Et du coup, je me pose la question, qu'est-ce que je vais regarder comme indicateur en premier?
Est-ce que c'est le délai de retour sur investissement? Est-ce que c'est la valeur actuelle nette? Ou est-ce que c'est les coûts? Je vous laisse répondre. Donc la petite cloche des années 80 des télécrochets. Alors, vous avez une réponse qui est relativement, un avis qui est relativement dispersé, puisque vous nous donnez globalement un tiers des réponses sur les trois possibilités. Bon, pour moi, le premier indicateur, c'est de regarder la valeur actuelle nette. En fait, c'est les indicateurs de rentabilité, c'est-à-dire le lien entre ce que vous investissez et ce que vous allez obtenir. Les autres indicateurs peuvent être pertinents, évidemment, hein, mais ce qui va nous intéresser peut-être en priorité, c'est la création de valeur. Alors, on voit que la majorité des chefs de projet hein, qu'on a en formation sont capables de nous faire un certain nombre de calculs avec des ROI hein, simples. Et vous voyez que dès qu'on est sur des projets complexes, c'est des projets qui sont sur plusieurs années. Et en fait, il va falloir tenir compte, par exemple, du taux d'actualisation de l'argent. Donc, en fait, il faut passer sur des concepts financiers un tout petit peu plus sophistiqués hein, pour être en mesure d'aborder de manière pertinente hein, les aspects financiers d'un projet. Alors, on peut se poser la question de créer de la valeur financière, mais on peut aussi se poser la question de créer de la valeur. Et qu'est-ce que ça veut dire dans une entreprise? Oui. C'est là où peut-être, Laurent, c'est important hein, Oui. de pouvoir être capable Bah, d'échanger. c'est ce qu'on voit, oui, effectivement. Notamment créer de la valeur, ça nécessite aussi d'avoir nommé la valeur, de l'avoir communiquée, qu'elle soit compréhensible, visible. Parce que c'est généralement là qu'on voit un désalignement entre l'opérationnel et le stratégique. Et c'est la grande douleur des dirigeants. Pour ça, les managers de projet ont une responsabilité clé qui est d'arriver à donner du sens et à le centrer, à centrer l'action, enfin relier l'action à la création de valeur. Nous, ce qu'on peut avoir comme travail, notamment là-dessus, c'est celle d'arriver à raconter les choses pour sortir de la complexité, prendre un peu de hauteur avec des outils spécifiques. Et souvent, par manque d'habitude, il y a une sorte de tentation à se recroqueviller sur un champ d'expertise et sur une communication très experte. Si la vision est claire, si on est capable de raconter le projet en ce qu'il construit de la valeur pour l'entreprise et en ce qu'il est une aventure apprenante et de développement aussi pour toutes les personnes qui y participent, alors on a quelque chose d'enthousiasmant dans lequel on a à la fois ce plaisir de faire parce qu'on fait ensemble quelque chose d'ambitieux, et puis en même temps, on a ce challenge de réussir à créer la valeur pour le client, pour l'entreprise et pour le projet. Donc ça, on le travaille évidemment avec des outils d'analyse dont tu as parlé à l'instant, Pascal, et puis aussi avec le storytelling, et puis la prise de parole, et puis l'adaptation à un auditoire. C'est des choses sur lesquelles les managers progressent très rapidement, en fait, parce qu'on part souvent de pas très loin. Alors, dans ce cadre-là, hein, une fois qu'on a bien posé la problématique, on est bien clair sur la création de valeur et sur ce qu'on veut faire, et généralement, dans des projets importants aujourd'hui, il y a de la transformation et il y a de la conduite du changement. Et dans ce cadre-là, quand on a des changements importants à déployer auprès des équipes, on peut faire quelques erreurs parce qu'on s'aperçoit que on n'est pas forcément formé à tous ces éléments-là. Et j'ai envie de vous poser la question de quelle est l'erreur à ne pas commettre dans le cadre d'un changement. Je vous redonne la main. Et alors ça, c'est clairement une référence à Fauvet et à la sociodynamique. Attends, on va les laisser répondre. Hop. Je vois que les réponses arrivent petit à petit. Très bien. Alors, je vais partager les résultats. Voilà. Ouais, c'est pertinent.
En tout cas, on a zéro réponse sur mettre en valeur les alliés, ce qui est rassurant. Alors oui, dans ce cadre-là, en fait, l'erreur majeure, c'est généralement de se focaliser sur les opposants ou de ne pas accepter l'antagonisme, en fait. Alors pour ça, en fait, avec Laurent, on va évidemment travailler sur un certain nombre d'éléments. Laurent parlait de sociodynamique, je te laisse reprendre la main sur ces sujets. Oui, et l'idée d'ailleurs, c'est de les mettre dans des situations concrètes. Qu'est-ce que ça veut dire identifier en amont ou au cours d'une réunion le positionnement des participants, des acteurs clés sur une carte des alliés, une cartographie des alliés. C'est pas un outil de manipulation, mais c'est plutôt un outil pour aider effectivement les managers à pas perdre leur énergie et à pas non plus perdre l'énergie des gens qui sont là, notamment à dissocier, à sortir d'une ligne pour-contre, mais à comprendre qu'il y a des énergies en synergie et en antagonisme, et à identifier les leaders comme des gens qui peuvent montrer beaucoup d'antagonisme, mais qui, par leurs actions, ont prouvé qu'ils sont là aussi pour faire avancer le projet. Globalement, c'est une révélation pour la plupart d'entre eux qui se rendent compte avec cette distinction synergie-antagonisme qu'ils peuvent bien prendre des choses qui sont apparemment contre eux. Et puis ils se rendent compte aussi que en analysant l'action des différentes parties prenantes, certains sont pas dans une construction et qu'ils ont des outils là aussi pour mener leurs réunions sans être pollués par des gens qui sont pas là pour contribuer au projet. Donc on utilise beaucoup cet outil pour dans des situations concrètes, montrer aux managers comment ils peuvent radicalement changer leur gestion du temps, de leur énergie et des interactions. Alors, toute la stratégie. Pour démarrer, évidemment, il va falloir derrière choisir un cycle de vie. Et donc, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous prendriez plutôt un cycle de vie en V, une méthode agile, ou plutôt un programme de type DMAIC, de type Lean Six Sigma? Donc là, pareil, je vous propose de répondre. Ouais. Bon, ce qu'on voit, c'est que globalement, quand vous nous répondez, là, vous répondez globalement 50-50 entre de l'agile et, par exemple, un programme de type DMAIC. Bon. Alors, en fait, j'aurais envie de vous dire, ça va dépendre de ce qu'on veut faire, en fait. Ce qui peut être intéressant d'avoir en tête, en fait, c'est un peu l'évolution sur tous ces cycles de vie. Il y a forcément des effets de mode, mais d'une manière générale, on voit qu'on était parti vraiment sur des projets où on voulait créer des produits avec des fonctionnalités techniques. Donc, on était plutôt sur des logiques de waterfall, de type fontaine, où voilà, on est en mode séquentiel, typiquement ce qu'on faisait à une époque pour les constructions de bâtiments. Voilà, je recueille les exigences, je conçois, je construis, j'achète, je mets en service, ou des cycles de vie modèle en V pour des programmes complexes, où là on cherche à découpler la complexité avec des systèmes et des parties plus petites, travailler en parallèle, et puis on réassemble de manière construite derrière, on intègre. Après, on s'est quand même posé des questions en se disant, mais peut-être que ce qui nous intéresse, nous, c'est peut-être aussi un peu plus de créer de la valeur, d'être plutôt sur des business models plus rapides, plus efficaces. Et là sont apparus les modèles de type cycle de vie agile et performance Lean Six Sigma. On peut aller sur des méthodologies plus sophistiquées de type SAFe ou autres quand on veut faire de l'agile à l'échelle. Et puis on voit aussi aujourd'hui qu'on est un peu plus aussi sur une expérience client, donc on voit apparaître des cycles de vie de type design thinking. Ce qui va nous interpeller, c'est que c'est pas forcément utiliser des méthodes agiles qui va être important, mais c'est peut-être, ça veut dire quoi être agile, Laurent? Oui, et on voit que la difficulté majeure pour passer d'un système peu agile à un système très agile, c'est une posture relationnelle différente, et puis c'est une façon de se penser à l'intérieur d'une équipe et de penser les contributions de chacun différentes. Très simplement, le cadrage devient la responsabilité de tous et ne peut pas être celle du manager de projet. En général, dans des équipes agiles, il y a plus de gens, le râteau est plus large, et c'est donc une responsabilité collective de construire et de manager le cadre.
Et puis, cet état d'esprit agile, c'est aussi une agilité émotionnelle à faire le deuil très fréquent de propositions, d'idées, de méthodologies, parfois de finalité ou de construction du produit. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas dans l'expertise de son métier et qui devient clé dans ses équipes. Et ça nécessite de l'avoir nommé et puis un temps d'expérimentation là aussi et de travail individuel et collectif. Alors, évidemment, une fois qu'on va avoir défini son schéma de développement, et on voit qu'il est particulièrement important parce qu'on ne va pas du tout s'y prendre de la même manière, hein, et donc on va avoir une vraie réflexion en amont sur ces programmes complexes, peut-être avec ce qu'on appelle des maturity gates, un jalonnement, comment on va ensemble progresser pour obtenir ce qu'on souhaite, hein, et donc on va avoir un certain nombre d'éléments à traiter. Alors, on peut se poser quelques questions. D'abord, toute la partie contractuelle, on sait qu'elle est de plus en plus forte hein, dans nos relations entre clients et fournisseurs. Peut-être comment on va converger sous contrainte. Hein. On voit que l'époque est révolue où on construisait, on mettait notre marge, ça faisait le prix de vente. Bon. Aujourd'hui, on est plutôt un prix de marché, il faut mettre notre marge. Du coup, on arrive à une conception sous contrainte en design to cost, en analyse de la valeur. Comment on fait ça? Bon. Et puis, on voit que on va être vraiment obligé d'être dans la collaboration, dans de la négociation. Donc, nous, on va utiliser de la négociation de manière raisonnée d'Harvard. Il va falloir structurer le projet, le planifier, le budgéter, et notamment sur les projets complexes, on en parlait au démarrage, hein, il y a un zoom particulier à faire notamment, sur les interfaces, en fait. Hein. Bon, donc tous ces éléments-là, ça va être des sujets qui vont nous intéresser. Hein. Et donc, dans ce cadre-là, une fois qu'on aura bien préparé, ce qui va être important, c'est notre capacité à anticiper, à penser risque. Et là, on voit qu'il y a des postures pour les chefs de projets complexes qui sont particulièrement importantes, notamment en termes de leadership, Laurent. Oui, donc on voyait tout à l'heure l'importance de l'agilité relationnelle. Si on pense risque, on a, en France peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, une méconnaissance de ce mot, qu'on identifie à du danger et qu'on ne pense pas du tout en opportunité. Le leadership, c'est la capacité à soutenir et à valoriser ce qui est porteur de valeur tout en assumant et en prenant la responsabilité des risques qui vont avec. Parce que c'est à cet endroit-là que ces petites émergences ont besoin de soutien. C'est aussi le leadership, la capacité à identifier, nommer, communiquer une vision. C'est aussi le courage de prendre des actions ou de soutenir ceux qui prennent des risques d'agir dans un cadre pas encore certain. Et puis le courage managérial de à la fois cadrer tenir un cadre sécurisant dans lequel on est ensemble dans le même cadre normatif et en même temps où on a le droit d'expérimenter un certain nombre de choses. Et là aussi, voilà. on peut changer de paradigme, c'est-à-dire très souvent on nous demande « Ah, donnez-moi le budget du projet, la date de lancement, etc. » Donc on est dans des approches très déterminées. On pourrait se poser la question de et si déjà on se disait qu'on avait une plage dans laquelle on pourrait être, et si on abordait ça d'une manière probabiliste, hein, en identifiant la probabilité qu'un certain nombre de risques ou d'opportunités se concrétisent, et donc d'avoir une approche un peu différente, hein, plus globale et peut-être plus efficace, hein, notamment quand on parle de projets complexes. Ce qu'on s'aperçoit très souvent, en fait, notamment dans ce monde incertain, c'est que on ne prend pas assez le temps finalement de prendre le management des risques. Hein. Regardez un peu en ce moment là ce qui se passe. Alors on a aussi la problématique des risques qui ont un impact critique mais une probabilité très faible. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment avec le Covid. Comment on les aborde ces risques-là? Et donc est-ce qu'on attend de passer en méthode de résolution de problèmes? Et là, même quand on arrive en méthode de résolution de problèmes, on s'aperçoit en fait que on passe notre temps à résoudre des problèmes toute la journée, mais qu'on n'est pas forcément toujours très bien formé pour résoudre des problèmes complexes. Quand on parle aux équipes d'approche systémique ou même de méthode de résolution de problèmes relativement basiques, on s'aperçoit qu'il y a un grand déficit de compétences autour de tous ces éléments-là.
Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est combien de temps vous mettez pour changer une roue de secours? Évidemment, Laurent, on attend une réponse honnête, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ce que j'ai. Personnellement, ma dernière roue m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Alors, quand on voit ça, hop, je partage avec vous le résultat. Vous nous dites un petit peu, certains 20 minutes, d'autres 1 heure et d'autres 2 heures. Bon, eh ben, Certains en sont fait, honnêtes. donc en fait, bah, moi, c'est ma problématique en tant que chef de projet. C'est finalement, c'est un sujet, des sujets innovants, je ne connais pas dans le détail, et il va falloir que je retienne une durée, par exemple, ou un coût. Quel est le bon coût que je vais retenir, en fait? Hein, et donc là, vous voyez qu'on a besoin aussi de méthodes peut-être d'estimation un peu plus efficaces, sophistiquées, hein, que simplement de se dire, bon, allez, on ferait une règle de 3, ou on prend le délai le plus long pour être sûr d'y arriver, ou le délai le plus court parce qu'on est très ambitieux, etc. Alors, dans ce cadre-là, on peut se poser quand même la question, ce que font les meilleurs. Et ben, quand on demande aux meilleurs combien ils font moins de 5 secondes pour les 4 trous quand même. Et donc, vous voyez, suivant la façon dont on va s'y prendre, eh ben, notre niveau de performance peut être relativement différent. Et surtout quand on travaille à distance, quand on travaille avec des équipes multiculturelles, là, on peut quand même se dire, mais quelle est la bonne façon de faire? Alors, pour ça, ben, on a des méthodologies qui nous permettent de faire ça, notamment de pilotage. Alors, on va utiliser des courbes en S, des burn-down charts ou autres, hein, qui vont nous permettre de mesurer ce qu'on va appeler la vélocité, c'est-à-dire notre capacité à délivrer un certain niveau de performance. Donc là, vous voyez, c'est typiquement un exemple qu'on a tiré d'un de nos clients. On a tracé une référence. Vous voyez avec la courbe en bleu, on doit délivrer un certain nombre de livrables dans un temps donné. Et puis, on voit qu'avec des méthodes classiques, ben, on part avec une certaine tendance, c'est la courbe et la tangente noire que vous voyez en bas. Et ben, à un moment donné, on se dit on ne va pas au bon rythme. Parce que si on continue à ce rythme-là, on arrive avec 3 mois de retard. Et donc, comment on arrive à basculer et à monter cette vélocité pour être beaucoup plus efficace, ça, c'est des choses qui nous intéressent. Donc, peut-être qu'on va utiliser du management visuel, peut-être qu'on va avoir une autre façon de gouverner, peut-être qu'on va avoir des prises de décision très rapides le matin, le soir, peut-être qu'on va utiliser des méthodologies de type schème critique où on va partager ensemble une prise de risque et pas simplement mettre le délai le plus long pour se dire je vais être confortable et autres. Donc, ça va nécessiter à la fois de connaître des techniques qui nous permettent d'optimiser, d'aller plus vite, et en même temps d'adopter une posture différente en termes de pilotage. Et ça se voit sur des équipes, sur des projets gros et complexes, mais aussi sur des petits projets transverses de taille modeste. Ces outils-là permettent de concevoir, de se rendre compte de choses à tout niveau. Et donc, quand on va aborder des programmes globaux, hein, où vous allez avoir des gens un peu partout sur la planète, plusieurs centaines de fournisseurs, bah, vous voyez qu'on a besoin d'outils collaboratifs. Et donc, à la fois des outils pour piloter, pour planifier, pour gérer les coûts, pour maîtriser vos risques, pour prendre des décisions, piloter vos plans d'action, etc. Et donc là, on peut se poser aussi la question de est-ce que bah voilà, je mets simplement un peu de management visuel? Est-ce que je vais utiliser plutôt des outils collaboratifs de type Google, la suite Google ou la suite Office? Ou est-ce que je vais aller sur des outils plus sophistiqués de type Clarity, Planisware, Primavera, etc. Bon, donc là, il va falloir qu'on réfléchisse et peut-être qu'on va aussi utiliser des outils un peu différents. Il y a plein de nouveaux outils aujourd'hui sur le marché, peut-être des outils qui vont permettre de communiquer mieux avec du Slack, du WhatsApp, etc. Hein. Donc, on voit qu'on peut avoir une vraie réflexion de se dire bah, comment on va travailler efficacement avec des outils au service de la performance, hein, et non pas, voilà, j'ai des outils, il faut que je les utilise, et donc, du coup, tout est figé. Et sur tous ces enjeux, hein, l'interculturel, le distanciel, il y a une notion importante derrière qui est celle de l'écoute. On voit facilement hein, que quand on va dans un nouveau pays qu'on connaît peu, on est attentif en fait aux règles différentes, aux contextes différents, et même si ça nous choque, c'est nous qui sommes à l'étranger, on s'adapte. Au téléphone, avec le distanciel et l'interculturel, il y a des a priori, des règles, des choses qu'on peut savoir avant sur les différences. Et ce qui est la clé de tout, c'est cette capacité d'écoute, d'acceptation de l'autre et l'inventivité au travers d'outils de communication, de négociation,
de gestion émotionnelle à s'adapter à l'interlocuteur, à la situation et à l'outil, évidemment. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui le permettent mieux que d'autres. On a fait une première partie pour vous donner quelques éclairages, ce qui nous semble important qu'on travaille sur du management de programmes complexes. Nous, on a des convictions en fait qui sont, si on veut progresser, si on veut augmenter ses compétences, on voudrait bien passer finalement d'un programme de formation très court à plutôt un programme de transformation qui s'inscrit un peu plus sur la durée. Et on croit beaucoup à ça, puisque finalement, quand on veut apprendre, ça nécessite d'entrer dans une certaine démarche qui peut prendre un tout petit peu plus de temps. Et ce qui est important, c'est que si on veut donner de la profondeur et puis une assise à tout ce projet de transformation dans l'entreprise, et si on veut que ça ait un effet à la fois sur les participants et puis sur l'organisation en général, il y a tout un tas d'enjeux à considérer avant de se lancer. Déjà, la première étape, c'est cette photo qu'on va faire au début, cette évaluation de compétences, qui permet d'avoir un contrat de la personne avec elle-même déjà, ça c'est le plus important, sur ce qu'elle a envie de voir évoluer chez elle. Excusez-moi. Et puis qui va aussi avoir l'intérêt de pouvoir suivre et mesurer un certain nombre d'actions, de tentatives et d'apprentissage. Il y a de l'apprentissage évidemment, du savoir, mais qu'on va, on va laisser 20% du temps dédié à l'acquisition de ce savoir, sous des modalités différentes d'ailleurs. L'idée étant de réserver le maximum de temps à la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est un champ d'expérimentation. Toutes ces choses sont nouvelles, toutes ces choses sont pour l'instant méconnues, en tout cas on n'est pas encore très doué dessus, donc on a besoin de pouvoir rater, d'expérimenter, d'essayer, et le cadre doit être sécurisant et c'est le cadre de la formation notamment. Une fois qu'on a commencé à apprendre, il faut pouvoir se lancer dans le grand bain, c'est-à-dire mettre en application dans des situations de plus ou moins complexes ce qu'on a commencé à mettre en pratique. On va le faire parce qu'il y a eu la pratique avant, on va pouvoir se lancer dans des situations un peu plus complexes. Et c'est là qu'on va développer l'expérience et donc ancrer des réussites au fur et à mesure. Si tu peux remettre la slide d'avant parce que je voudrais pouvoir faire le lien avec ce qui est marqué. Ce qui est important, donc ça c'est la phase d'approfondissement. Non, pardon, c'est la phase de mise en œuvre. On a aussi des parties plus complexes, des mises en situation plus complexes qui vont permettre de mélanger des problématiques dissociées qu'on avait vues précédemment dans des situations qui mélangent peut-être de la négociation, de la communication, de la stratégie des alliés, le fait d'identifier une valeur actualisée nette et puis de mettre en place un processus agile pour rattraper le temps perdu. Tout ça, c'est ce qui fait qu'à la fin, le processus de certification qui accompagne la fin du parcours valide pour les participants tout un travail, valide le fait qu'ils l'ont commencé déjà à le mettre en application sur leur projet et donne de la valeur aux participants sur leur travail, entre eux au collectif et pour l'organisation sur cette démarche qui s'enclenche. Donc, c'est vraiment une transformation de l'organisation au travers de ce parcours. Alors pour ça, nous, on est vraiment partisans de faire du learning by doing. Voilà, c'est en faisant qu'on apprend. Et de plus en plus, de faire aussi des situations qui mélangent du soft et du hard, pour qu'on puisse se dire qu'on a besoin des deux pour être performant en fait. Alors pour ça, on va utiliser plein de méthodes pédagogiques variées qui vont permettre de mixer des brainstorming, du partage d'expériences, des ateliers, des jeux, des quiz, des études de cas, etc. On est capable de le faire à la fois en présentiel et en distanciel. On a beaucoup travaillé sur le distanciel, on fait des classes virtuelles depuis 6-7 ans, donc là on a passé un cap encore pour pouvoir avoir des activités où le distanciel n'est pas simplement je vous passe quelques slides, mais où je suis vraiment en action. Donc j'ai des business games, j'ai des tableaux blancs, des classes des salles virtuelles dans lesquelles on travaille comme si on a un petit groupe, etc. Et puis on va évidemment pousser après avec d'autres éléments pour prolonger l'apprentissage, que ce soit des livres, que ce soit des apps mobiles, que ce soit des supports et des exercices. En fait. Ce
qui va être très important aussi, quand on veut aborder des projets complexes, c'est d'avoir une ouverture sur l'extérieur, sur du benchmark, sur des best practices, hein, pour casser ces paradigmes dans lesquels on est, parce qu'on est depuis longtemps dans sa culture d'entreprise, en fait. Et donc ça, on a la capacité à le faire de par notre rayonnement et le rayonnement des formateurs, hein, qui sont tous des gens très expérimentés, qui ont tous travaillé une quinzaine à 20 ans d'expérience sur le terrain, qui ont une expérience internationale et donc qui sont capables, hein, d'aller au-delà du savoir-faire pour donner du sens, pour expliquer, hein, ce qui est particulièrement pertinent. Alors, pour ça, on vous avait dit que derrière, on pouvait vous montrer quelques exemples et quelques études de cas de situations rencontrées. Donc, on vous propose d'en partager 4. Donc, on a, nous, à chaque fois, et vous le voyez à l'écran, repris, hein, ce qui nous semble important, là, hein, d'évaluer, d'apprendre, de pratiquer, d'approfondir, de partager et de certifier. Et ça, on peut le faire sur des durées plus ou moins longues, hein, en fonction des besoins. Alors, le premier besoin qu'on a parfois, c'est de renforcer ses compétences de manière extrêmement pointue sur un domaine donné. Donc, pour ça, on a construit tout un programme qui permet d'avoir des formations distancielles sur une journée. Alors, une journée pour nous en distanciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 matinées. Qui nous permet, au travers de 4 classes virtuelles d'1h30, 1h3/4, d'approfondir un domaine particulier. Bon, donc on a une trentaine, à la fois sur du management de projet, du leadership, là, une trentaine de sessions possibles qui sont activables, hein, et donc vous pouvez trouver les informations sur le site internet. Après, vous pouvez avoir un deuxième besoin, c'est par exemple un directeur opérationnel dans l'industrie qui nous appelle et qui nous dit moi j'ai des équipes là en ce moment, ils sont en train de développer un nouvel ERP. Alors j'ai des équipes qui sont un peu dispersées partout avec des chefs de projet qui doivent déployer au Moyen-Orient, en Afrique du Sud, en Europe, etc. Je voudrais les former rapidement. Donc, comment on pourrait faire ça? Donc là, typiquement, l'idée, c'est de déporter en reverse learning en amont tout l'apprentissage avec des classes virtuelles. Et puis ensuite, on va prendre un moment, par exemple 2 jours pour faire un business game, pour vérifier. On va dérouler tout un projet en accéléré pour vérifier qu'on a les bons réflexes sur plein de situations données, avec un côté un peu ludique de jeu, pour nous aider à s'assurer que cette partie-là est bien ancrée. Et puis, pareil, une deuxième partie sur la partie posture, où là, on va travailler beaucoup les mises en situation, hein, également sur 2 jours pour balayer l'ensemble des éléments. Objectif, avoir des chefs de projet qui soient opérationnels très rapidement. On a ensuite une autre problématique, et je vais laisser Laurent décrire le format, qui est finalement, j'ai des chefs de projet opérationnels, mais ma problématique, c'est que dans 3 ans, je voudrais, ou dans 2 ans, ou bientôt, là, je voudrais qu'ils prennent des projets beaucoup plus complexes. Et là, il faut franchir une marche. Et donc, comment on peut franchir cette marche-là? Donc, on a construit un programme qui permet de répondre à ça. On t'entend pas, Laurent. Oui, voilà, ça y est. L'idée, c'est de leur donner en fait un certain nombre de marches à la fois soft et hard, qu'on a adapté complètement en distanciel. D'ailleurs, ça a été une période qu'on avait anticipée, nous, depuis plusieurs années sur le distanciel et qui s'est retrouvée du coup aussi rajeunie pendant le confinement. On peut travailler tous les enjeux relationnels à distance aussi bien qu'en présentiel. Et le rythme est tout aussi bon qu'en présentiel. Ils ont souvent des problématiques dans cette transformation qui sont des problématiques de maturissement de leur posture. Notamment parce que la dimension de leurs équipes et puis le type des interactions qu'ils ont les oblige à penser les relations alors que jusque-là, c'était relativement normé. Et en fait, cette transition, à la fois sur le leadership, sur la négociation, sur la communication, sur la relation de leurs équipes, c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est quelque chose qu'ils ont déjà expérimenté, mais sur des échelles plus petites ou plus simples. Et donc finalement, la complexité qu'on voit dans
dans la technique du projet ou dans la multiplicité des enjeux industriels, elle se retrouve aussi dans les aspects relationnels. Effectivement, gérer un lot de travaux ou un work package, c'est plus la même chose que devenir directeur d'un grand programme. Et donc, principalement, hein, les enjeux communication, négociation et puis stratégie des alliés, c'est ce qu'on retrouve dès que les gens franchissent un certain niveau. Et puis, pour l'organisation, c'est essentiel. C'est-à-dire que si je sais que dans 5 ans, les grands directeurs de programme vont partir, il faut que j'anticipe maintenant parce que mon vivier de chef, de responsable de l'eau, de manager de projets intermédiaires, est-ce que je me suis préparé à les équiper pour être capable d'encaisser cette changement de dimension? Si c'est pas fait, alors je mets l'entreprise en risque. En risque parce que réellement, ils vont se heurter à des enjeux relationnels terribles. Et donc, soit ils vont se planter, soit ce qu'ils vont faire en général, c'est qu'ils vont se ruiner la santé et ruiner la santé de leurs équipes pour arriver à passer la barre. Et ça, c'est terrible à long terme. C'est pour ça que finalement, il faut prendre du temps. Donc, c'est pour ça qu'on fait un programme sur 4 mois. C'est un programme avec des classes virtuelles de 2 heures chaque semaine. Donc, ça, c'est relativement compatible avec des agendas chargés. Et puis, ça permet d'avoir une réflexion tout au long de la semaine avec quelques petits exercices ou études de cas en complément pour aborder progressivement les différents thèmes. Voilà. Alors, à la fois avec un mix de hard et de soft. Ce qui nous permet de les emmener sur 4 mois sur des sujets de plus en plus complexes. Et puis à la fin, on leur demande une vraie réflexion personnelle avec une mini-thèse, une réflexion sur un de leurs projets pour se dire maintenant que j'ai appris toutes ces techniques-là, comment je pourrais les remettre en place. Voilà. Et qui donne lieu à une certification de l'école centrale Supélec. On peut aussi se poser des questions plus importantes pour leur potentiel, ce que je vais vous présenter juste derrière. Parce que nous, là, on a été vraiment frappés, c'est que finalement, on a mis en place ce programme de formation là depuis 2 ans, c'est qu'on a des retours excellents sur le fait que ça soit à distance. Et en fait, on voit que ces populations-là, elles sont vraiment friandes de programmes de formation à distance. À la fois même sur la constitution du groupe, sur le fait qu'il y ait des échanges, qu'on puisse échanger. Et on a des gens aussi qui sont un peu partout dans le monde. On a des gens voilà, de Guadeloupe, de Guinée, d'Afrique. On a des gens du Cameroun, de France, un peu partout. Hein, et ça ne les oblige pas à venir à Paris pour suivre une formation. Alors, une autre problématique qu'on a, et on en parlait, c'est finalement comment mettre à niveau aussi des chefs de projet dans des grandes organisations. Donc là, on a le cas d'une banque qui nous demande de former tous leurs chefs de projet au potentiel à Londres, à Paris, à New York, à Singapour. Et donc, on a formé depuis 5 ans à peu près 200 chefs de projet avec des promos de plusieurs dizaines de personnes chaque année, où là, on va être dans une logique où on va alterner sur un parcours blended, on va alterner par exemple 2 jours de formation présentielle sur un sujet donné, des classes virtuelles, des apps mobiles. Et le point extrêmement important, c'est qu'on va les faire travailler sur des projets qui intéressent l'entreprise et on va les faire travailler à distance. Donc, par exemple, on avait fait des groupes où il y avait une personne de Singapour, de Londres, de New York et de Paris ensemble sur des problématiques qui intéressent l'entreprise. Donc là, on est vraiment au cœur de comment je réponds aux problématiques de l'organisation, comment je fais monter en compétences les chefs de projet et comment finalement, au travers de tout ça, en plus, je favorise cette notion un peu de tribu, de réseau qui va permettre demain à ces managers de prendre leur rôle. Ce fait que la formation illustre par elle-même les enjeux à la fois interculturels, distanciels et d'organisation interne. Voilà, donc vous voyez, on vous a proposé on vous a présenté différents formats qui peuvent répondre à des besoins différents, hein, soit un besoin sur un thème précis, soit plutôt un déploiement rapide parce que je voudrais remettre à niveau mes chefs de projet dans une problématique donnée, soit je veux les faire monter d'un cran, passer d'un projet standard à un projet complexe, soit je veux miser sur un programme de formation un peu plus structuré, un peu plus complet, hein, sur une durée un peu plus longue pour m'occuper de mes chefs de projet au potentiel. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Donc, évidemment, on est prêt à poursuivre les échanges avec vous au-delà de cette session. Hein, donc, n'hésitez pas à contacter Pierre Xavier. On est vraiment à votre disposition et ce sera avec plaisir.
Peut-être que vous avez quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent, Pierre-Xavier. Oui, donc il y a une question sur l'international, donc sur notre capacité à accompagner des formations intra donc à l'international, donc français et en anglais. La réponse est oui. Donc on a un parcours en particulier avec une grande banque française qui travaille avec nous depuis plusieurs années et on les accompagne dans le management de projets très orientés transformation digitale sur leurs différents sites, donc de mémoire aux États-Unis, à New York, à Singapour, à Londres et à Paris. Voilà, et donc Alors, c'est Pascal Alors, on est vraiment capable de se projeter un peu partout dans le monde. On a des formateurs internationaux qui sont évidemment bilingues en anglais, qui sont capables à la fois de faire des formations. On a fait beaucoup de formations aussi pour des grands groupes industriels aux États-Unis, en Europe, évidemment. On a été aussi former des gens en Chine, en Inde. Enfin, voilà. Donc, pour nous, il n'y a pas de difficulté particulière à vous accompagner sur des grands projets de transformation internationaux, en fait. Voilà, il y a une autre question aussi sur êtes-vous capable de délivrer des formations management de projet sur des formats courts, en distanciel, donc éligibles au FNE? La réponse est oui. Donc si vous avez des besoins pour vos collaborateurs sur ce sujet en distanciel, n'hésitez pas à me joindre, n'hésitez pas à joindre l'adresse email qui va être qui est disponible sur la présentation qu'on va vous envoyer par email après ce webinaire. Et également, il va y avoir un replay de ce webinaire qui sera disponible et qui va vous être envoyé. Une dernière question, je ne sais pas s'il y a un point particulier. Non, pas de questions supplémentaires. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à, dans ces cas-là, à vous souhaiter un très bon appétit et pour ceux qui n'ont pas déjeuné et une très bonne fin de journée. Et j'espère avoir l'occasion de vous parler très bientôt. Au Très revoir, bonne à journée à bientôt. vous. Au revoir. Merci, au revoir.